Bonjour Jean-Charles, Bonjour. tu as un parcours atypique, de la science du vivant à l'innovation, la créativité. Peux-tu nous en parler? Alors effectivement, j'ai un parcours atypique pour un universitaire, mais ça s'explique avec la longueur de la carrière pour l'instant. Donc moi de formation, je suis biologiste. C'est pour ça que j'enseigne la génétique, la biologie moléculaire. J'ai été chercheur aussi à l'INSERM, à l'Institut Pasteur. Ça c'est ma formation. J'ai eu aussi des responsabilités comme doyen d'une faculté, vice-président d'université, en charge de la recherche. Donc pour l'instant des choses assez classiques pour un universitaire. Mais depuis une quinzaine d'années, j'ai versé un peu plus dans la créativité, l'innovation, le design, ce qui me permet de continuer ma carrière d'universitaire, mais en développant des projets un peu plus éloignés de ma formation de départ, mais au bénéfice de l'université, notamment en matière d'innovation. Du coup, est-ce que tu peux développer sur la partie biologie? Ça a été une source d'inspiration. Inspire-t-elle de nouvelles formes de créativité, justement plus durables peut-être? Alors ça peut paraître bizarre qu'un biologiste soit directeur d'une école de design, mais en fait la biologie c'est aussi un domaine qui est inspirant, en plus quand on fait de la recherche. Donc comprendre le vivant, les mécanismes, travailler en se posant des questions, en situant des problèmes, eh ben, ça peut permettre aussi de mettre ça à profit pour le design. Et dans le design aussi, il y a de la biologie. Ça ne veut pas dire que l'école de design est tournée autour de la biologie, mais comprendre le vivant, ça peut permettre de comprendre ce que les bénéficiaires du design ont besoin. Très bien. Selon toi, qu'est-ce qui caractérise justement la créativité humaine? La créativité, c'est un vaste sujet. Beaucoup de gens d'ailleurs le confondent avec l'innovation. Je dirais de notre côté, la créativité, on l'a définie comme la capacité à trouver de nouvelles idées, ce qu'en anglais on appelle parfois l'idéation. Et cette créativité, elle peut être individuelle, elle peut être collective ou collaborative. Dans nos travaux, elle est plutôt collaborative. Et puis, elle se travaille, un peu comme un sportif travaillerait des capacités naturelles. Il faut s'entraîner et il y a des méthodologies. Donc, il y a des gens qui pensent être peu créatifs. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a tous un peu de créativité. Ça dépend des sujets, des moments. Ce qui est certain, c'est que quand on la travaille de manière collaborative, on arrive toujours à la stimuler. Mais ça reste la production d'idées. Tu es reconnu pour avoir mis en place une innovation pédagogique. Peux-tu nous expliquer en quoi elle consistait? Ah oui, je commence à être connu un peu pour l'inventeur, entre guillemets, même si je ne l'ai pas inventé à 100%, de la classe renversée, qui n'est pas une classe inversée, qui est une sorte de classe que j'avais appelée au départ la classe en do it yourself, faites-le par vous-même. Donc c'était pas le concept de classe inversée en demandant aux élèves, aux étudiants de travailler avant de venir en classe, puis de faire les exercices en classe. C'était de leur dire la meilleure façon d'apprendre, c'est peut-être d'enseigner, alors faites-moi le cours. Donc dans la classe renversée, les élèves deviennent le prof devient l'élève. Donc quand vous venez dans ma classe, il y a 80 profs, un seul élève, c'est moi. Comme il se trouve que je suis le meilleur élève de la classe, puisque je redouble depuis plus de 35 ans, les étudiants n'ont pas de difficulté en équipe à construire le cours, le travailler, m'interroger. Et ils vont même jusqu'à préparer les examens. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas seulement qu'ils comprennent le contenu du cours, mais qu'ils se posent les bonnes questions. Et en formulant de bonnes questions, moi je peux vérifier qu'ils comprennent le cours. Quels sont les liens que tu fais entre innovation pédagogique et créativité? Alors, les liens entre innovation pédagogique et créativité. Je vais renverser la question, j'aime bien renverser les choses. Le lien que je fais entre créativité et innovation. La créativité, comme je le disais au début, c'est la capacité de trouver des idées. Pas n'importe lesquelles, mais des idées en réponse à des problématiques. Eh bien, l'innovation, c'est lorsque l'idée qu'on a trouvée, qu'on a produite, rencontre la main de l'utilisateur. Parce que l'innovation, elle est intimement liée à l'usage. Il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas un usage, un bénéficiaire. La créativité, c'est une idée. Et donc, tout l'enjeu est de transformer ces idées en innovation. Et le chemin entre les deux, ça peut aller jusqu'à l'innovation pédagogique, donc je réponds quand même à la question. Le chemin entre les deux, c'est l'expérimentation. C'est passer de l'idée au projet. Donc si je prenais l'exemple de la classe renversée, il ne suffit pas d'avoir l'idée de dire à ses élèves « faites le cours, c'est moi l'élève », mais comment on la met en place, comment on l'expérimente. Et donc la vraie innovation pédagogique, c'est ce qui se passe dans la classe. C'est pas l'idée. Et là, le chercheur, le biologiste qui a l'habitude d'expérimenter, il a les clés.
pour justement avancer, tester. C'est du test and learn, mais avec des sécurités, hein, puisque l'élève n'est pas un cobaye, comme un rat de laboratoire, et donc il faut faire en sorte que la classe elle avance, que l'innovation avance, alors que l'idée de départ c'est la même. D'accord. Tu parles du coup d'expérimentation, tu parles de tests, tu parles de co-élaboration. Comment définis-tu la co-élaboration? Alors, à titre personnel et dans l'équipe, on fait une petite différence entre la collaboration et la co-élaboration. C'est une petite différence. La collaboration, c'est la capacité à collaborer. On va demander à des gens de collaborer. En général, même, c'est intéressant de réunir des gens différents. Mais c'est pas toujours facile. Donc, il faut des méthodologies. Donc, nous, ce qu'on appelle la co-élaboration, ce qu'on pourrait appeler le co-design en anglais, co-dessiner ensemble des choses, c'est une sorte de collaboration un peu plus poussée, dans laquelle on va imposer des méthodologies, enfin, on va proposer des méthodologies, de manière à ce que tout le monde, dans le groupe, puisse participer à la production de l'idée. Que la collaboration ne produise pas l'idée du plus influent ou du plus hiérarchique. Donc dans le co-design, dans la co-élaboration, il faut que chacun des participants ait une partie de lui dans l'idée. Et pour ça, on va utiliser des méthodes avec des exercices, comme je fais en classe, dans lesquels on alterne des phases de divergence et de convergence. Pendant la divergence, on va permettre aux participants de faire un peu ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite. Même des idées farfelues, on va prendre. Et la convergence, là, on va commencer à trier, prioriser, choisir. On va finir par arriver à quelque chose, je dirais, de cohérent. Mais le fait d'introduire cette méthodologie, ça permet à chacun de s'exprimer. Parfois, les gens disent en toute égalité de dignité. Enfin, c'est un terme, une expression. Mais ça permet aux plus novices, aux moins hiérarchiques, de participer à la production de l'idée. Quels sont les bénéfices concrets qu'on peut avoir dans une organisation, qu'elle soit une entreprise ou une école? Alors moi, je vois un bénéfice concret qui peut paraître inattendu des méthodes collaboratives en pédagogie. C'est qu'au contraire de remplacer les cours magistraux, ce que d'aucuns disent, ça serait bien d'arrêter le cours magistral et de faire des méthodes collaboratives. Mais en fait, non. Les méthodes collaboratives, les méthodes innovantes, qui viennent de la créativité, les méthodes innovantes, elles renforcent le cours magistral. Parce qu'en fait, il faut hybrider les deux. C'est ça le bénéfice. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'avoir un bon enseignant qui vous explique bien le cours. Vous êtes en forme, vous n'êtes pas fatigué, vous travaillez. Mais seulement, la meilleure façon d'apprendre, ça pourrait être le cours magistral. Mais les élèves saturent. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on les perd. Mais c'est quand même la meilleure façon d'apprendre. D'un point de vue biologique. Là aussi, le biologiste peut expliquer un peu comment les neurones fonctionnent, le cerveau. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'écouter un prof attentivement, un bon prof. Tandis que les méthodes collaboratives, c'est la meilleure façon de motiver, d'engager et d'ancrer les connaissances, qu'on retienne. Donc finalement, dans une pédagogie collaborative, on apprend moins de choses, mais on échange, on est motivé et on retient. Alors que dans un cours magistral, on apprend beaucoup plus de choses, mais ça sature et on ne retient pas forcément. Donc, il faut hybrider, et on va retrouver la même chose dans les ateliers, et on devrait retrouver la même chose dans les entreprises. C'est-à-dire des temps de réunion d'entreprise qui durent 1 heure ou 2 heures, il devrait y avoir aussi des mix entre des temps d'échange de collaboration, et puis des temps de transmission, d'information, de directives. Donc en fait, le secret, c'est d'articuler le vertical et l'horizontal, les choses classiques, silotées, hiérarchiques, top-down, on connaît, mais en même temps faire du collaboratif, du transversal, mais s'arranger pour qu'il y ait une hybridation. Parce que l'un ou que l'autre, ça peut poser des problèmes. Pour un manager qui voudrait mettre ce genre d'acquisition de connaissances hybride dans son entreprise, quelles seraient les qualités qu'il devrait avoir? Alors, quelle qualité pour se lancer dans ces méthodes un peu créatives? Je pense que là aussi, je peux surprendre en disant qu'il faut d'abord avoir les qualités pour mener des activités normales. Par exemple, un professeur qui aime enseigner de manière classique et magistrale, qui connaît bien son cours, qui aime l'enseignement académique, lui, il n'aura pas peur d'innover, de faire du collaboratif et d'hybrider. Tandis qu'un enseignant qui est perdu dans ses méthodes classiques, qui a des difficultés, qui ne domine pas sa classe, l'innovation pédagogique, elle va plutôt l'enfoncer. Donc c'est pas forcément une bonne idée.
Et dans l'entreprise, c'est la même chose. Un manager, un expert, un responsable qui domine les méthodes classiques, il sait diriger une réunion, il connaît son sujet, il connaît ses collaborateurs, il a l'habitude de faire des temps de travail, je dirais, académiques ou classiques, ben il va oser changer, faire des choses et hybrider. Alors que si il ne domine pas le b.a.-ba de son métier, ben le lancer tout de suite dans des réunions inversées ou des réunions puzzle, ou ça pourrait poser problème. D'accord. C'est avant tout un levier de motivation. Pour un manager qui veut utiliser ces techniques, c'est avant tout un levier de motivation pour engager les équipes. Ouais. Une image que je pourrais prendre qui résumerait tout ça, du monde de la musique, alors je ne suis pas musicien, c'est un bon joueur de jazz qui sait improviser, travailler, repérer la mauvaise note, s'accrocher sur la mauvaise note et pas la corriger pour en faire quelque chose de différent. Bien lui, l'improvisation, l'écoute, l'empathie, ça peut donner quelque chose d'extraordinaire en jazz. Incopiable, mais il a intérêt à connaître la musique classique, ses gammes et autres. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas du tout musicien, je ne vais pas tenter d'innover avec un instrument de musique. Donc on va retrouver la même chose. Pour pouvoir faire des choses un peu créatives, ouvertes, il faut connaître ses gammes. C'est pour ça que entre l'académisme, le classique et l'innovation, ben, il faut travailler sur l'hybridation et il faut avoir des bases techniques. Merci Jean-Charles. Une dernière phrase pour conclure que tu aimerais qu'on retienne par rapport à cet échange. Une dernière phrase que j'aimerais qu'on retienne. Dans tout ce qu'on vient d'échanger, il faut se rappeler que ça nécessite de développer des compétences. Et c'est pas forcément une phrase, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que on parle de compétences aujourd'hui dans le monde en mutation, mais il existe une compétence, on va dire ça, il existe une compétence majeure qu'il faut absolument développer, c'est la capacité que l'on a à travailler ensemble avec des gens différents. Autrement dit, le monde de demain ne fonctionnera que si les gens différents travaillent ensemble par complémentarité, je dirais de profil, de connaissances. Et il faut, peut-être un terme de biologiste, il faut éviter tout ce qui est monoculture et clonage, et il faut privilégier la biodiversité. Mais ça suffit pas, la biodiversité, il faut la mettre en musique, et donc il faut des méthodologies pour ça. Merci beaucoup pour cette interview. Merci.